J'avais prévu de dire pas mal de choses concernant ces orientations budgétaires, mais je voudrais commencer par une réaction à quelques propos qui ont été tenus par Sarah Taillebois jusque-là. Le premier qui m'interpelle, c'est le fait que ce rapport d'orientation budgétaire soit présenté comme une cheville ouvrière du débat participatif. S'il avait dû l'être, il aurait fallu qu'il soit préparé avec les habitants en amont. Il s'agit plutôt d'une information aux élus de ce que normalement vous devez présenter comme étant vos orientations, celle de l'équipe municipale en place pour l'année en cours. La deuxième chose sur laquelle je veux quand même revenir, c'est que il y a sûrement beaucoup de choses à avoir en alerte, en tête concernant la métropole du Grand Paris, concernant le PT, sur les fonctionnements financiers, les flux financiers, la manière dont tout ça a été construit. Je regrette que l'on n'ait pas été plus tôt dans la critique de cette construction du gouvernement porté par le Parti socialiste qui a construit ce dispositif. Donc je trouve amusant maintenant qu'on puisse le critiquer de cette manière-là. Il y a beaucoup de choses à dire sur le document qui est composé quand même de 83 pages. Et d'ailleurs, il faut en profiter pour remercier tous ceux qui ont participé à l'écriture de ce document qui est censé nous donner beaucoup d'informations. Il y en a beaucoup. Je trouve que, nous en avons parlé dans le groupe, la deuxième partie est quand même beaucoup plus complète en termes d'informations chiffrées que la première. Ça permet d'avoir des indications sur la manière dont fonctionne la collectivité en termes de masse salariale, en termes d'évolution budgétaire, sur les efforts qui sont entrepris, sur la possibilité de baisser de 10 millions en 4 ans les charges à caractère général, par exemple. Et je crois comprendre que c'est aussi lié à l'effort qui a été fait de rénovation de certains bâtiments. Mais pour avoir une vision claire sur vos orientations sur l'année, il aurait fallu que nous ayons des indicateurs beaucoup plus clairs, chiffrés sur les orientations que vous voulez mener en termes de politique pour cette année. Je vais prendre deux exemples. 29 millions d'investissements sont consacrés dans le budget en 2021 avec 5 ou 6 grands items. Je les cite rapidement. Patrimoine bâti, transition écologique, végétalisation, biodiversité, agriculture urbaine, ça en fait 2. Mutation de l'espace public, développement du territoire communal et enfin passage à l'ère numérique. Mais combien mettez-vous dans chacun de ces items? Aucune information. Donc très bien, c'est une belle déclaration. Moi je trouve que le premier item, celui du patrimoine bâti, la transition écologique, et le deuxième me vont très bien. Si vous mettez la moitié de chaque dedans, très bien, il ne restera pas grand-chose pour le reste. Mais voilà, on ne peut pas en juger plus que cela. Vous arriverez sûrement avec ces éléments à nous donner durant notre débat. L'autre élément, c'est celui sur les priorités que la majorité municipale se donne. Il y en a 14 qui sont énoncées dans les premières pages du document. Si je commence à les citer, ça va être un petit peu long, mais vous mettez par exemple l'éducation, la culture, le sport, la solidarité, les associations, l'aménagement des espaces publics, la santé, les jeunes, le commerce, la propreté, bref, 14 priorités de l'équipe municipale, en les mettant toutes au même niveau, sans compter que, par exemple, les associations, c'est environ 3 à 4 millions de subventions, si on prend que la partie des subventions, et que donc c'est 1% du budget, on va dire, 1,5%, et que l'éducation, c'est 30% du budget communal. Donc, comment mettre ces priorités sans les prioriser? Et c'est bien là le problème que nous avons dans la lecture de ce rapport, c'est que nous ne comprenons pas quelle est votre priorisation. Et je viendrai tout à l'heure sur celle que nous porterions, ce que nous versons en termes de propositions d'ailleurs, dans la manière dont nous voudrions analyser, nous, des orientations budgétaires.
Petit déséquilibre aussi, il suffit de faire le petit exercice de l'occurrence avec un CTRL F quand vous travaillez sur un document. C'est lorsque vous tapez le mot senior ou retraité, il apparaît 7 ou 8 fois, quand jeunesse, enfance et jeunes apparaissent 70 fois. Il y a peut-être des déséquilibres, je ne dis pas peut-être en termes de politique publique, mais il y a en tout cas dans ce document des déséquilibres certains dans la manière dont vous présentez les choses. C'est là un exemple concernant les seniors, et il y en a d'autres, et j'y viendrai sûrement après, vous le comprendrez. L'autre élément sur lequel je veux venir, c'est là toujours sur la forme, c'est que si vous avez des orientations budgétaires que vous portez pour 2021, c'est que vous avez une vision, vous devriez avoir une vision à l'échelle du mandat. Sarah Taillebois tout à l'heure a parlé de la PPI, qui est un document cadre très important, qui est donc la programmation pluriannuelle d'investissement, qui donne à voir ce que imagine une équipe municipale. Ce n'est pas un document qui reste figé, c'est un document qui peut évoluer d'une année sur l'autre, mais qui donne à voir ce qu'elle pense devoir investir sur 5 ans, peut-être même plus, sur 10 ans, parce que c'est comme ça que l'on réfléchit, que l'on pose les politiques publiques. Le problème, c'est qu'à la lecture du document, du rapport d'orientation budgétaire, on comprend que, comme la loi ne dit pas comment ce document doit être présenté, on ne vous le donne pas. D'accord ? Moi, j'ai revu des notes de débats d'orientation budgétaire qui remontent à 2016, pendant lesquels les interventions, nous demandions déjà la PPI. Pas de PPI en 2016, pas en 2017, pas en 2018, je vous passe la date. Nous arrivons en 2020, toujours rien. Nous le demandons au conseil municipal, je sollicite la CADA pour que ce document nous soit donné, on me répond que toujours non. La CADA demande à la collectivité de nous le donner, j'attends. Et là, nous avons la possibilité d'avoir la programmation pluriannuelle pour les années prochaines, qui est la vôtre, et nous ne l'avons pas. Donc 2 possibilités. La première, c'est que vous la cachez, et donc là, il manque de transparence. La deuxième, il n'y en a pas, manque de vision. Et peut-être les deux, ou je ne sais pas dans quel ordre, vous me répondrez sûrement après. Mais en tout cas, d'accord. Et donc, je me retourne bien sûr pour les années précédentes, et j'ai bien compris ce que tu voulais dire, mais j'ai fait une demande à la CADA, et c'est M. Belloc qui a reçu la demande. Voilà. Pour les années précédentes, c'est un document que nous aurions dû avoir. Pour les années à venir, il me semble que vous avez travaillé depuis 8 mois à l'élaboration de cette PPI. Si elle n'arrive pas, c'est qu'il y a soit manque de transparence, je reprends, soit manque de vision claire. Et c'est à peu près ce que nous ressentons, c'est même plus qu'à peu près, c'est ce que nous ressentons à la lecture du document, par les exemples que je vous ai donnés juste avant. Et là encore, sur ce manque de vision par rapport à la manière dont le rapport est construit. Bien sûr, on porte la préoccupation que vous avez aussi sur la question de l'éducation, sur la question de la culture, qui est un élément particulièrement en deuil en ce moment, mais sur lequel il faut continuer à mener des politiques publiques innovantes, sur la question du logement social. Jamais nous n'avons remis en question le fait qu'on puisse investir 40% du logement social sur notre ville. C'est des critères qui sont importants à avoir en tête et à garder, mais on ne peut pas présenter l'ensemble de ces priorités, comme vous le faites, comme un catalogue promotionnel. Il faut donner des indicateurs clairs de ce que l'on veut en termes d'orientation budgétaire. Nous, la boussole que nous nous fixons est celle qui est définie entre autres par les accords de Paris et dont a parlé Jacques tout à l'heure. C'est celle qui estime que nous devons, à l'horizon de 2030, diminuer de 40% nos gaz à effet de serre par rapport à 1990. Alors ça serait hyper difficile pour une ville comme la nôtre, qui manque sûrement d'indicateurs par rapport à ce que, dans le global, elle émettait en termes de gaz à effet de serre en 1990, mais on estime que depuis 1990, la population a augmenté, le nombre de logements a augmenté, et que nous consommons plus, nous produisons plus qu'en 1990, et que, en fait, l'effort qui nous est demandé, il est colossal pour 2030. Mais pas parce qu'il faut se mettre dans les règles, mais c'est parce que, vous l'avez dit, c'est la survie de l'humanité qui est en jeu. Et que si d'ici 2030, on n'a pas mis les mains dans le cambouis,
c'est nos enfants, 2050 et la fin du siècle qui met l'ensemble de l'humanité en danger. Et nous sommes déjà dans cette 6e extinction de masse du vivant. Il y a 65 millions d'années que ça n'a pas eu lieu. Et c'est l'activité humaine qui est à l'origine de ça, ce qu'on appelle l'anthropocène. Donc c'est bien le modèle de production, les modèles de consommation que nous validons jour après jour, à travers d'ailleurs des politiques publiques, qu'il faut remettre en question. Et c'est pour ça que lorsque nous disons que ça c'est notre boussole, c'est parce que c'est aussi une manière de revoir, de lutter contre les injustices sociales et environnementales. Et donc on ne peut pas faire juste l'objectif de diminution de 40 ou 50% d'ici 2030 des gaz à effet de serre, sans se dire mais qu'est-ce que ça peut profiter à la population, par exemple dans la diminution des tarifs, dans la manière de moins consommer ou de consommer mieux, dans la sobriété, etc. 3 grands exemples de sources, en tout cas de secteurs sur lesquels il faut aller à fond. Ce sont ceux où ils sont les plus durs en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Vous les connaissez sûrement, c'est la question des bâtiments, c'est la question en termes de consommation d'énergie fossile, c'est la question des transports et des mobilités, et c'est la question de l'alimentation. Quand on prend ces 3 exemples-là, il suffit de regarder le rapport qu'on a vu tout à l'heure sur le développement durable et ici les orientations budgétaires pour constater que sur les bâtiments communaux, oui, il y a des choses qui ont été faites. Mais ce n'est pas la question de savoir si on en a fait. Ce que disait Jacques tout à l'heure, c'est comment maintenant il faut passer à l'étape supérieure. Il faut changer de braquet. Ce n'est pas en faisant la rénovation de 2 écoles et de 3 gymnases comme ça a été fait l'année dernière ou de 2 écoles et une crèche cette année que l'on va arriver d'ici 2030 à diminuer de 40%. Au mieux, on diminue de 15% à chaque fois qu'on fait une école. Vous voyez qu'il y a un gap et que ça a des répercussions. Lorsqu'on travaille sur l'ensemble des bailleurs sociaux, des logements qu'il faut rénover, nous devons avoir comme ligne de mire qu'à travers ça, nous allons permettre aussi la diminution des factures pour les vitriaux et donc que c'était aussi un avantage social que nous devons travailler. Quand tout à l'heure je disais qu'il manquait des éléments dans le document, c'est que par exemple sur la question de l'énergie, il y a un élément déterminant pour passer à de l'énergie renouvelable dans notre ville, c'est la géothermie. Ce mot n'apparaît jamais dans le rapport. Des études ont été faites, tout montre qu'on peut y aller, mais tout est enterré. Et donc là, j'attire votre attention sur sobriété d'un côté et aller vers des énergies renouvelables comme la géothermie. Deuxième exemple, c'est celui des mobilités. Vous dites beaucoup faire. Tout à l'heure, Bernadette et Baudéo-Dombeau parlaient du vélo. Je l'encourage à prendre le vélo tous les jours et à voir à quel point c'est dangereux. Parce que bien sûr, il y a 25 km de pistes cyclables supplémentaires. Mais si c'est à chaque fois pour se mettre en danger, je vous assure, on est quelques-uns ici, très peu, à utiliser le vélo tous les jours pour se déplacer. Et je ferai un clin d'œil à ceux qui savent à qui je parle, qui se déplacent en vélo tous les jours, à quel point il faut faire beaucoup plus. Et par exemple, dans le cadre de la ZFE, qui est un outil mis en place par la MGP, la ville qui décide de ne pas signer l'arrêté d'entrer dans la ZFE devrait le faire et aussi mobiliser l'argent qu'il faut pour permettre à ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter un autre véhicule d'être subventionnés, d'être aidés, d'aller un peu plus loin grâce aux orientations budgétaires de la ville. La question de l'alimentation, ça a été dit tout à l'heure, mais quand on lit dans le rapport d'orientation budgétaire que l'objectif du site de resto, c'est d'aller à 100% de nourriture bio, mais très bien, mais quand, comment, avec quels moyens? Aucune information, sauf que nous savons très bien, nous avons fait les études bien avant la campagne des municipales, que les 9000 repas qui sont servis par le site de resto peuvent être produits ici à Vitry par du maraîchage, ce qui est une filière de création d'emplois, et en plus appliquer une tarification sociale des repas beaucoup plus juste que ce qu'elle n'est maintenant, ça devient un cercle vertueux d'action. Il y a beaucoup d'actions qui peuvent être menées dans ce cadre-là, et je pense que tout à l'heure vous parliez, Monsieur Belloc, de ces projets qui sont très importants pour notre ville, pour l'avenir de notre ville, que sont à la fois les Ardoines, puis en creux nous entendions aussi la question de l'ANRU. À plusieurs reprises dans ce conseil municipal, alors que vous étiez déjà dans la majorité municipale,
notre groupe a marqué une opposition de vue, de vision sur le devenir de ces zones qui doivent être aménagées et développées, parce que nous estimons qu'il y a une chose essentielle dans cette ville qui connaît un déficit en termes d'emploi, c'est celle de rééquilibrer l'emploi. Et rééquilibrer l'emploi, ça passe par la création d'emplois résilients, non délocalisables. C'est la garantie, à travers le CIN, que le préfet ou la préfète doivent nous donner. C'est de ne pas repartir dans ce que nous avons connu dans les années 90, à savoir les départs du fait de la désindustrialisation d'emplois. Et bien sûr, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique, ce serait trop facile, mais il ne s'agit pas de construire du logement pour construire du logement et de construire une ville dortoir. Vous avez déjà utilisé l'expression aujourd'hui et déjà la dernière fois au dernier conseil municipal, mais bien d'imaginer un autre équilibre de la ville. Quand on connaît déjà des déficits en termes d'emploi, quand on connaît des déficits en termes de nombre d'arbres dans la ville, il faut combler cela. Quand on connaît un déficit en équipement public, on pense entre autres à la santé, qui, bien sûr, on a un CMS qui a de l'aura, qui travaille pour les vitriaux, mais on sait très bien qu'on a besoin d'avoir des équipements dans les quartiers. Quand on voit que Montreuil a développé non pas un seul CMS, mais plusieurs CMS, c'est parce qu'il y a la préoccupation, Montreuil, c'est pour d'autres villes, c'est qu'il y a la préoccupation d'amener les services publics, d'amener les services vers les habitants là où ils sont, comme l'emploi doit être amené là où il est. Voilà donc beaucoup de choses à dire. Il y a un dernier élément qui caractérise en fait la vision que nous portons et que nous contrastons avec celle que vous portez, qui est celle de faire la ville, parce que la participation citoyenne crée la richesse, crée la dynamique. L'ensemble de ces éléments-là, que nous défendons à travers une ville en transition, ne peut pas se faire uniquement parce que les élus et les services municipaux la défendent. Il faut qu'il y ait la participation citoyenne. Et ce n'est pas du saupoudrage. Ce n'est pas juste créer une plateforme numérique, ce n'est pas juste réinitialiser les conseils de quartier. La question de la démocratie participative, elle doit être inhérente à nos politiques publiques. C'est investir de l'argent, comme le dit Julia Cagé dans son livre de 2018. C'est investir pour la démocratie, c'est investir pour les projets d'écologie, c'est pour les projets sociaux. Et donc, il faut savoir mettre à disposition le budget communal aux habitants, ne serait-ce que par des budgets participatifs. Il faut investir pour que ces habitants qui sont désireux de s'investir dans la chose publique soient formés aux questions que nous avons à débattre, parce que nous avons, nous, de notre côté, des temps de formation, des temps d'apprentissage que n'ont pas tous les citoyens. Ils doivent devenir experts de la citoyenneté, et ça, c'est de l'investissement qu'il faut mettre. Voilà, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, entre autres sur la question de la TOM, sur la question de la collecte pneumatique, que nous payons encore, il me semble, à travers le fonds FCCT, et donc des préoccupations qu'on peut avoir avec ce dossier-là, mais vous en avez parlé tout à l'heure. Dernier petit point, c'est celui pour lequel je vous ai interpellé, Monsieur Belloc, en janvier par mail. J'attends une réponse, mais elle viendra sûrement. Concernant l'équipement qu'est le centre nautique, puisqu'il est dit dans les orientations budgétaires que nous allons continuer à investir pour ce centre nautique, sauf qu'il est à l'arrêt, il me semble, depuis au moins 2 ans, et que nous ne savons pas où nous en sommes, et que quand il s'agit de proposer un service et de quoi s'épanouir pour les vitriaux, il y a devoir de rendre compte aux habitants comme aux élus de cette Assemblée. Donc vous l'aurez compris, nous restons sur notre faim, car à l'inverse de ce qu'il devrait produire, ce document ne nous éclaire pas sur ce que vous souhaitez faire en 2021, ni à plus long terme, et donc nous espérons que le budget que nous aurons à voter à la fin du mois apportera ces éclaircissements. Je vous remercie.